Salut, bienvenue à la première partie. Si on veut que l'histoire commence quelque part, ça veut dire que le temps doit commencer quelque part. Malheureusement pour l'histoire, c'est pas tout le monde qui croit que le temps a un début, et parmi ceux qui croient que le temps a une origine, tout le monde ne place pas cette origine au Big Bang. Regardons pour commencer la théorie de la relativité, qui est à l'origine de la théorie du Big Bang. En relativité, on parle d'espace-temps. L'espace, c'est nos trois dimensions, c'est-à-dire la largeur, la longueur et la hauteur. En relativité, il faut aussi considérer le temps, qui serait notre quatrième dimension. À titre d'exemple, si l'on voulait donner les coordonnées exactes d'une voiture en mouvement sur la Terre, un peu comme un GPS, on pourrait faire passer les axes nord-sud et est-ouest par le centre de la Terre et ajouter un troisième axe pour l'altitude, donc pour la distance au plan formée par les deux premiers axes. Ces trois axes pourraient nous donner une position dans l'espace. Avec une montre, on pourrait alors donner des coordonnées en 4 dimensions. Une seconde, je suis ici. La seconde suivante, je suis ailleurs. D'après la théorie des supercordes, une théorie récente et encore très contestable, naturellement, par son manque d'observation directe, l'univers aurait, peut-être, plus de 11 dimensions. Du Moyen Âge jusqu'au 20e siècle, en Occident, de plus en plus d'hommes de science croyaient que l'univers était éternel et donc que le temps était infini. Contrairement à ce qu'affirmaient la plupart des religions du monde, c'est-à-dire qu'un ou plusieurs dieux avaient créé l'univers à un moment dans le passé. La théorie du Big Bang, élaborée au début du 20e siècle, prédisait un commencement à notre univers, et elle ne fut donc pas acceptée du jour au lendemain par les scientifiques. C'est d'ailleurs à cause de ces allures de théorie créationniste qu'elle fut boudée par des scientifiques pendant plusieurs années, et c'est pour la ridiculiser qu'on lui a donné un nom loufoque. Comme presque tous les amateurs de sciences de son époque, Albert Einstein croyait que l'univers avait toujours existé. Sauf qu'en élaborant sa fameuse théorie de la relativité, il bouleversa le monde de la physique et il fut lui-même surpris par les implications de sa propre théorie. La théorie dit que tous les astres s'attirent et que si l'univers avait toujours existé, tous les astres auraient dû s'être attirés depuis très longtemps. Il faut noter qu'à l'époque d'Albert Einstein, à part quelques planètes, les astres observés dans le ciel semblaient relativement immobiles et contredisaient sa théorie. En vérité, ce ne sont ni les étoiles ni les planètes qui subissent les effets de l'expansion de l'univers. Ce sont les galaxies qui s'éloignent les unes des autres. Et puisque les premiers télescopes pouvant observer les autres galaxies n'existaient pas avant le 20e siècle, jusque-là, personne ne connaissait l'existence d'autres galaxies. Personne ne soupçonnait ce qui se passait autour de nous. Jusque-là, les galaxies nous apparaissaient comme des points lumineux et ressemblaient à n'importe quelle autre étoile dans le ciel. C'est en 1925 qu'Edwin Hubble a observé les premières autres galaxies et que, tout à coup, l'univers est devenu beaucoup plus vaste que nous le croyions jusque-là. 4 ans plus tard, en 1929, toujours fasciné par les galaxies qu'il découvre, Hubble remarque alors que, dans toutes les directions où il regarde, plus les galaxies sont loin de nous, plus elles s'éloignent vite. Un peu comme les débris qui s'éparpillent après une explosion. En fait, la relation entre la distance des galaxies et la vitesse d'éloignement est si constante que si l'on recule le temps, théoriquement, toute la matière converge en un point. Plusieurs de nos observations pointent vers un événement déclencheur il y a environ 13,7 milliards d'années. La constante de Hubble prédit une origine entre 12 et 15 milliards d'années, mais aussi aucune étoile ni aucun atome observé n'ont plus de 13 milliards d'années. Grâce à une bonne intuition, la théorie de la relativité prédisait une origine à notre univers, donc à l'espace-temps, et de nombreuses observations sont venues confirmer ceci par la suite. Bon, en quoi consiste le Big Bang exactement? C'est l'événement qui a tout créé.
On le décrit souvent comme une gigantesque explosion de lumière. Mais il faut faire attention aux mots utilisés parce que le Big Bang est un événement unique qui ne ressemble à rien d'autre, alors que les mots que nous utilisons servent à décrire notre réalité quotidienne. C'est-à-dire que le Big Bang n'est pas une vraie explosion. Par exemple, il n'a pas fait de bruit, donc il n'y a pas de bang. Il a créé toute la matière, l'énergie, l'espace et le temps. Alors, on peut se poser la question, dans quoi l'univers pourrait-il exploser? En imaginant une explosion, on est tenté de voir un petit point de lumière qui grandit dans un espace vide. L'univers n'est pas dans le vide. C'est l'inverse. Le vide, c'est l'espace grandissant entre la matière. Le vide est l'espace et il est dans l'univers. Soulignons ici que l'espace entre les galaxies n'est pas entièrement vide, car il contient un peu de gaz et des photons de lumière. Pour le moment, l'univers n'est dans rien. Et la science ne peut pas nous aider. Certains petits futés diraient que l'univers est son propre contenant. Mais entre vous et moi, cette tournure de phrase astucieuse trahit en fait notre incapacité à parler de l'extérieur de l'univers avec des mots qui servent à décrire l'intérieur. Nous ne savons pas dans quoi est l'univers. Cela dit, il a bel et bien un contenu, puisque nous sommes là. Illustrer le Big Bang par une explosion ne donne pas une image totalement exacte. Sur la Terre, les explosions ont un centre et la matière qui explose s'éparpille dans une autre matière, comme par exemple l'air ou l'eau. Dans le cas du Big Bang, l'explosion, à ce qu'on sache, n'a pas d'extérieur. Alors pour nous aider à comprendre, on pourrait imaginer une règle faite avec un élastique, où tous les marqueurs, 1, 2, 3, 4, 5, seraient empilés au centre. En tirant sur chaque bout de l'élastique, chaque marqueur de la règle se distance des autres et pourrait affirmer être resté au centre alors que tout le reste s'éloigne de lui. Le Big Bang n'a donc rien à voir avec notre quotidien, mais il faut aussi savoir apprécier l'ampleur des chiffres que la science nous offre quand on parle de l'univers. Compter jusqu'à un seul petit milliard à raison d'un chiffre par seconde, 1, 2, 3, mais aussi un chiffre par seconde en arrivant aux très grands chiffres comme 999 999 948. Donc, compter jusqu'à 1 milliard, si on prend le temps de dormir, prendrait toute une vie. Un seul milliard est une quantité énorme. 1 milliard, c'est un 1 suivi de 9 zéros. Alors, un chiffre comme 10 à la puissance 18, soit un 1 suivi de 18 zéros, ça veut dire 1 milliard de milliards. Il faudrait donc 1 milliard de vies pour compter jusque-là. En laboratoire, nous parvenons à recréer des conditions extrêmes pour observer la matière telle qu'elle était tout juste après le Big Bang. Les limites théoriques de la science, telles que nous la connaissons, se situent autour de la 10 à la moins 43e seconde après le début du Big Bang. C'est une toute petite fraction de seconde, soit quelques milliardièmes de milliardièmes de milliardièmes de milliardièmes de seconde, mais avant cela, la température moyenne dépasse 10 à la 32 degrés Kelvin et la densité moyenne excède 10 à la 94 grammes par centimètre cube. La densité, c'est une mesure de la quantité de matière dans un volume. Donc la densité, c'est un 1 suivi de 94 zéros. Alors ces chiffres, évidemment, n'ont pas été prouvés. Ce sont des estimés, mais ils méritent qu'on s'y attarde une seconde, car ils sont largement au-delà de tout ce que nous retrouvons sur la Terre ou même à l'intérieur de notre Soleil. Au-delà de ces chiffres, nous ne savons pas comment les choses se passent. En arrivant au Big Bang lui-même, certaines valeurs, comme la densité, atteignent l'infini, alors que d'autres, comme le volume, tombent littéralement à zéro. C'est peu probable qu'il en ait été ainsi. L'instant même du Big Bang, l'instant zéro, reste donc un mystère. Et jusqu'à une toute petite fraction de seconde, 10 à la moins 43 secondes, les conditions sont si extrêmes que nous sommes incapables de savoir ce qui se passe. Sans savoir pourquoi l'univers existe, nous avons néanmoins quelques pistes sur ce qui se passe tout de suite après. La matière et l'énergie sont interchangeables. C'est la célèbre formule d'Einstein, E égale mc².
Alors maintenant que notre univers existe, il contient une quantité astronomique d'énergie. Et désormais, plus rien ne se crée et rien ne se perd. On ne peut plus faire apparaître de la matière sans faire disparaître de l'énergie, et vice-versa. Lorsque deux particules d'énergie, comme des photons, entrent en collision, ces deux particules valent une quantité d'énergie et elles peuvent se transformer en matière. En passant, de telles collisions de photons se produisent à chaque instant sous nos yeux. Pour créer une masse équivalente à un être humain, il faudrait énormément d'énergie. Alors, un être humain de 50 kg, 50 kg c'est 50 000 grammes, donc 50 000 grammes multiplié par la vitesse de la lumière au carré donne environ 4,5 fois 10 à la 21 joules. C'est donc de l'ordre d'un 1 suivi de 21 zéros. Ça fait beaucoup d'énergie. C'est 10 000 fois plus d'énergie que celle engendrée par une bombe à hydrogène contenue dans un être humain de 50 kg. Par contre, lorsque l'énergie devient de la matière, il y a en fait deux particules qui sont créées. Il y a une particule de matière et une particule d'antimatière. L'énergie convertie équivaut à la masse totale de toutes les particules engendrées. Donc ici, E égale la masse des deux particules multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Après, l'antimatière et la matière s'attirent comme des aimants et dès qu'elles se touchent, les deux particules s'autodétruisent et redeviennent de l'énergie. Alors nous aimerions croire que la matière de l'univers est de l'énergie convertie tout simplement en suivant la formule de M. Einstein. Mais vous pouvez sans doute imaginer le problème d'un tel scénario, c'est que si la matière dans l'univers est apparue en convertissant de l'énergie, où est passée l'antimatière? Pourrait-il y avoir une sorte d'anti-univers quelque part? Nous n'en savons rien. Mais si un tel anti-univers existe, il faudrait l'éviter à tout prix. De toute évidence, la matière provient d'un phénomène encore inconnu, et la question reste ouverte. D'où vient la matière? Peut-être avons-nous oscillé entre matière et énergie pendant les premières fractions de seconde, avant qu'une partie de l'énergie se fasse isoler sous forme de matière. Peut-être aussi posons-nous les mauvaises questions, puisque la matière, c'est-à-dire les étoiles, les planètes, les gaz, les galaxies, la matière ne représenterait que 4 % de ce qu'il y a dans l'univers. Au plus, elle ne représenterait que 5 %. Le reste serait composé de 22 % de matière noire ou de matière sombre et 74 % d'énergie noire, qui n'ont pas d'interaction avec la matière dite ordinaire. La matière noire serait légèrement soumise à la force de gravité et l'on croit pouvoir la détecter sans la voir, sans trop savoir non plus ce que nous cherchons. D'ailleurs, les scientifiques se font souvent accuser de dire ce que la matière noire n'est pas et ont beaucoup de difficultés à nous dire ce qu'elle est. Peut-être y a-t-il un lien avec la formation des galaxies, l'expansion de l'univers et peut-être le déclenchement du Big Bang lui-même. Disons simplement que ces théories sont encore très récentes et largement contestables par leur manque de preuves observables. En ce qui nous concerne, même si la matière ordinaire ne représente qu'une petite fraction de ce qu'il y a dans l'univers, nous, les humains, sommes composés de cette matière et c'est elle qui nous intéresse le plus. Conséquemment, la matière noire ne jouera pas un très grand rôle dans ce récit. Le Big Bang est donc l'aboutissement de plusieurs théories scientifiques acceptées. Chacune de ces théories tend vers cet événement unique, mais nous sommes encore incapables de nous y rendre scientifiquement. Au-delà d'un certain seuil, nous n'avons tout simplement plus affaire avec la matière que nous connaissons, et les conditions sont si extrêmes que nos laboratoires et nos théories ne peuvent pas encore nous aider. La théorie du Big Bang ne parle pas de la cause du Big Bang, seulement de ce qui se passe après. Elle explique simplement que nous sommes dans quelque chose, un univers, qui prend de l'expansion. Le temps ne serait donc pas infini. Il y aurait eu un commencement, c'est-à-dire le Big Bang, que nous appelons l'instant zéro. C'est l'événement qui a tout créé. Le temps, c'est un intervalle entre deux événements, et puisque rien ne peut se passer avant qu'il y ait de la matière, il ne peut pas y avoir de temps avant l'univers. Ceux qui sont déçus devant autant d'incertitudes concernant l'origine de l'univers peuvent encore trouver un certain réconfort dans le raisonnement du philosophe et mathématicien René Descartes.
il avait conclu qu'il ne pouvait être absolument certain que d'une et une seule chose, que lui-même existait. D'où sa célèbre phrase en latin « cogito ergo sum » qui se traduit généralement par « je pense, donc je suis ». Autrement dit, chacun d'entre nous pourrait croire que le monde entier est le produit de son imagination, que nos expériences sont induites par un démon, dans le cas de René Descartes, ou, pour ceux qui ont vu le film La Matrice, que nous vivons dans un monde virtuel contrôlé par un ordinateur maléfique. Chacun de nous ne pourrait alors être certain que d'une seule chose. Je sais que moi, j'existe. Mais faut-il vraiment douter de l'existence de l'univers? Pour convaincre un éternel sceptique qui croit inventer le monde extérieur, on dit parfois qu'il suffit de les pincer très fort. Au moment du Big Bang, il n'y avait aucun être humain. Les humains sont composés de cellules qui sont composées de molécules. Les molécules sont des chaînes d'atomes qui sont composées de particules encore plus petites. Si l'on pouvait découper l'être humain en tout petits morceaux, les plus petits morceaux possibles et imaginables, aux limites de la science actuelle, nous ne serions que des tas de minuscules particules élémentaires comme des quarks et des électrons. Peu après l'instant zéro du Big Bang, il n'y a rien de plus compliqué que ça à cause de l'intensité des conditions. C'est là que commence notre histoire connue. Bon, est-ce possible qu'il n'y ait jamais eu de Big Bang? Bien sûr, mais pour le moment, la théorie du Big Bang qui décrit ce qui se passe tout de suite après. La théorie du Big Bang est notre meilleure théorie, même si elle doit encore être affinée un peu. La théorie pointe vers l'événement du Big Bang sans l'atteindre. La plus vieille étoile observée n'a pas plus de 13,7 milliards d'années. L'âge des plus vieux atomes ne dépasse pas 13,7 milliards d'années. La constante de Hubble montre que si l'on remonte le temps, toutes les galaxies convergent ensemble autour de 13,7 milliards d'années. Coïncidence? Il y a bien sûr des marges d'erreur à chacun de ces calculs, et nous ne pourrons peut-être jamais prouver hors de tout doute que le Big Bang eut lieu. Mais c'est la théorie qui explique le mieux les phénomènes observables. Avec les années, à force de tenter de prouver qu'elle est fausse, la théorie du Big Bang s'est renforcée. En conjecture, coïncidence, en fait, de moins en moins. Il est peut-être intéressant de noter ici que plusieurs civilisations anciennes avaient recours à des explosions de lumière pour expliquer l'origine du cosmos. Passons maintenant à l'énergie et la matière. L'énergie est embêtante à décrire parce que nous ne savons pas vraiment ce qu'elle est. En plus de pouvoir se changer en matière, donc E égale mc au carré, l'énergie se manifeste sous plusieurs formes et elle se transforme en agissant sur la matière, c'est-à-dire en jouant un rôle dans les 4 forces de la nature. Les 4 forces de la nature sont la force nucléaire, électromagnétique, gravitationnelle et la force faible. S'il y a d'autres forces, nous ne les connaissons pas. Dans notre histoire, qui mène jusqu'à vous et moi, la force faible joue un rôle de second plan, en affectant entre autres comment les particules élémentaires se changent en d'autres particules élémentaires. Et la force faible ne sera plus vraiment mentionnée pour le reste du récit. Aujourd'hui, les scientifiques tentent d'unifier ces 4 forces comme étant des manifestations d'une seule et même force. C'est l'hypothétique grande théorie unificatrice des forces. Mais pour le moment, la gravité est encore trop difficile à intégrer à leur modèle. L'énergie, donc, est un concept nébuleux qui se manifeste sous plusieurs formes. Chaque forme décrit ce qui se passe et non ce qu'est l'énergie elle-même. En passant, l'unité métrique de l'énergie est le joule. La forme d'énergie la plus apparente, c'est le photon, ou énergie rayonnante. Les photons sont comme des petits grains de lumière qui se promènent à très grande vitesse. Ils sont en même temps des particules qui voyagent en ligne droite et des ondes qui voyagent en ondulant. Et oui, ceci est un paradoxe. La couleur de la lumière dépend de la longueur d'onde de la particule. Quand un photon contient beaucoup d'énergie, la longueur d'onde est très courte. Du plus énergisé au moins énergisé, nous retrouvons les rayons gamma, les rayons X, les ondes ultraviolettes, l'arc-en-ciel de couleur visible, du violet jusqu'au rouge, puis les ondes infrarouges, et ainsi de suite jusqu'aux ondes radio, qui ont la longueur d'onde la plus longue et sont conséquemment les moins chargées d'énergie. L'énergie peut être réémise en nouveaux photons de couleurs différentes, donc à une fréquence d'onde différente de celle absorbée,
ou encore elle peut être réémise sous une autre forme, complètement. Alors l'énergie peut aussi se manifester sous forme de chaleur ou énergie calorifique. La chaleur est embêtante à décrire, même que les dictionnaires nous renvoient parfois la question en la décrivant comme une forme d'énergie. La chaleur, c'est le déplacement de l'énergie d'un endroit où il y en a beaucoup, le chaud, vers un endroit où il y en a moins, le froid. Lorsqu'on touche à un objet froid avec la main, ce n'est pas le froid de l'objet qui se propage, mais la chaleur qui quitte notre main. Un objet en bois, qui serait à 10 degrés Celsius, pourrait nous paraître moins froid que du métal à 15 degrés Celsius. C'est-à-dire que le bois absorbe lentement la chaleur de notre main, alors que l'énergie se déplace plus facilement dans un métal, qui peut alors aspirer plus d'énergie de notre main. Prendre la température, c'est mesurer la moyenne d'énergie, donc de chaleur, qu'un endroit donne à son environnement. Et finalement, l'énergie peut se présenter sous forme de matière en mouvement. C'est l'énergie cinétique ou énergie mécanique. Par exemple, une boule de billard en mouvement qui frappe une autre boule peut transmettre une partie de son énergie de mouvement à la deuxième boule. L'énergie est alors séparée entre les deux boules qui partent chacune dans leur direction, mais chacune allant un peu moins vite que la vitesse initiale de la première boule. La force de gravité, que nous verrons plus tard, attire tous les objets les uns vers les autres, et elle transforme ainsi leur énergie potentielle en mouvement. En passant, l'énergie potentielle d'un objet, ou énergie gravitationnelle, représente l'énergie qui sera convertie en énergie de mouvement quand l'objet tombera vers un autre objet. Alors, c'est grâce à l'expansion du Big Bang, donc la poussée initiale qui met tout en mouvement, c'est grâce à l'expansion du Big Bang que certains objets peuvent maintenant tomber les uns vers les autres et transformer leur énergie potentielle en mouvement. Maintenant, lorsqu'elle rencontre la matière, l'énergie s'échappe souvent sous plusieurs formes en même temps. Alors, par exemple, lorsqu'on frappe un clou avec un marteau, l'énergie de mouvement du marteau est transférée dans le clou qui s'enfonce, mais une petite partie de l'énergie est convertie en bruit, donc en mouvement de l'air. Une partie de l'énergie est aussi convertie en chaleur, donc si on touche le clou après avoir tapé dessus, il est chaud, et avec un équipement assez précis, on pourrait détecter qu'une partie de l'énergie est aussi convertie en lumière. Donc taper sur le clou émet des photons. Mentionnons ici que la chaleur est le stade le plus dégradé de l'énergie parce qu'on ne peut jamais la reconvertir complètement en une autre forme. À titre d'exemple, si on avait 10 joules de photons, on pourrait les convertir en 10 joules de chaleur, mais avec 10 joules de chaleur, on ne pourrait pas les reconvertir entièrement en 10 joules de photons. Il faudrait plus de chaleur pour engendrer 10 joules de photons et laisser derrière un résidu de chaleur. Ce sont en fait ces petits changements de forme qui nous empêchent de contenir l'énergie à un endroit. Alors, même si rien ne se crée et que rien ne se perd, et qu'il y aura toujours la même quantité totale d'énergie dans l'univers, cette énergie aura toujours tendance à se disperser pour qu'il y ait la même quantité partout. La seconde loi de la thermodynamique, bien connue des physiciens, dit qu'il y a toujours un peu d'énergie qui s'échappe, malgré tous nos efforts pour la contenir. En conséquence, toute l'énergie de l'univers se dispersera jusqu'à ce qu'il y ait la même quantité partout. Or, dans un univers en expansion, cette quantité sera nécessairement très petite. Alors, nous parlons présentement des débuts de l'univers, mais il est légitime de se demander à quoi ressemblera la fin de l'univers. Autrement dit, est-ce que la matière et l'énergie vont se disperser indéfiniment? Selon nos connaissances actuelles, il semble que oui. La force de gravité, selon la théorie de la relativité, nous dit que tous les objets de l'univers s'attirent. La Terre, par exemple, nous attire continuellement vers son centre. Et il n'existe pas de limite de distance à la force de gravité. Et même si la force d'attraction qu'elle exerce est très faible, la Terre attire aussi les étoiles à l'autre bout de l'univers. Et inversement, ces étoiles distantes nous attirent aussi. Nous sommes en train de tomber excessivement lentement vers l'étoile la plus lointaine de l'univers. Il existe cependant un seuil critique, une vitesse limite à partir de laquelle on ne retombe jamais. Si nous lançons une balle dans les airs, par exemple,
sa vitesse sera insuffisante pour quitter la Terre et elle finira par ralentir, s'arrêter et accélérer vers la Terre. Mais si l'on propulse une fusée avec assez de poussée, c'est-à-dire avec assez d'énergie de mouvement, la fusée peut quitter la Terre et partir dans l'espace sans jamais revenir. Au-delà de son seuil critique, la Terre n'exerce plus assez de gravité pour retenir la fusée et la distance parcourue pour s'éloigner sera toujours plus grande que la distance parcourue en sens inverse pour retomber sur la Terre. Notons encore une fois que la Terre ne cessera jamais d'attirer la fusée, mais que la force d'attraction sera insuffisante pour faire retomber la fusée. La force de gravité qui tire sur la fusée diminue très rapidement en s'éloignant. C'est notamment le cas de la Lune, notre seul satellite. Si la Lune tournait un peu plus lentement autour de la Terre, son orbite se rapprocherait progressivement et elle finirait littéralement par tomber sur la Terre, ce qui serait plus qu'un petit inconvénient pour toutes les formes de vie que nous connaissons. En ce moment, la Lune s'éloigne de 2 à 3 cm par année et elle finira par nous quitter définitivement. Selon nos connaissances actuelles, la vitesse d'expansion de l'univers est trop rapide pour que la gravité puisse l'arrêter. Si la gravité était plus forte, toute la matière de l'univers ralentirait, s'arrêterait, puis se mettrait à se rapprocher à nouveau pour éventuellement converger en un point. Ce scénario, c'est l'inverse du Big Bang et il porte le nom peu rassurant de Big Crunch, car toute la matière se ferait écraser au même endroit et puis plus rien n'existerait. Selon les estimés de la science actuelle, l'expansion de l'univers va plus vite que le seuil critique et l'univers poursuivra son expansion en se refroidissant et en se raréfiant. En vérité, tant que nous n'aurons pas compris pourquoi l'univers est en expansion, nous pouvons toujours envisager qu'il se mette subitement à se contracter. Peu de temps après le Big Bang, la matière et l'énergie continuent leur danse d'absorption et d'émission, et toute la matière se réduit à de petites particules. Rappelons-le, un être humain est composé de cellules. Ces cellules sont composées de molécules, qui sont en fait des chaînes d'atomes. Les noyaux d'atomes sont des assemblages de protons et de neutrons, qui sont eux-mêmes composés de particules plus petites, nommées quarks. Quelques fractions de secondes après le Big Bang, tous nos quarks étaient là. Chaque particule est toujours en mouvement. En fait, les particules sont en mouvement, mais ne sont pas nécessairement en train de se déplacer sur de longues distances. Elles vibrent. Et plus une particule a absorbé de l'énergie, plus elle vibre rapidement. Le seul moment où une particule cesse de bouger est lorsqu'elle n'a plus du tout d'énergie. Il n'y a rien de plus froid que l'absence totale de chaleur. Et c'est ce que nous appelons le zéro absolu, que nous estimons en laboratoire à 273,15 degrés Celsius sous zéro. Cette température sert de point de départ aux degrés Kelvin qui n'ont pas de valeur négative. Pendant la première seconde de l'existence de l'univers, les particules absorbent et émettent de la radiation très intense sous forme de rayons gamma et de rayons X. Les particules ambiantes sont encore plus rapprochées qu'au centre de notre Soleil. La densité de tout l'univers dépasse de loin celle de notre Soleil. Et les particules vibrent à toute allure, ce qui cause de violentes collisions avec d'autres particules. En résumé, nous devons admettre que cette première partie est truffée d'incertitudes. Nous ne savons pas dans quoi est l'univers, ni pourquoi il existe, ni pourquoi il est en expansion, ni s'il possède 4 ou 11 dimensions, ou plus, ni d'où viennent l'énergie et la matière. Si le temps commence bel et bien quelque part, l'instant zéro, le Big Bang lui-même, nous échappe totalement. Cela dit, à peine une toute petite fraction de seconde plus tard, nous avons de nombreuses observations venant confirmer que notre univers était dans un état totalement chaotique, que la température et la densité excédaient de loin tout ce que nous pouvons observer à l'heure actuelle, et, bien sûr, qu'il est en expansion fulgurante depuis environ 13,7 milliards d'années. Notre récit commence donc par des théories qui décrivent des comportements mécaniques de particules élémentaires, mais aussi des 4 forces de la nature qui vont commencer à structurer la matière. Avant de terminer, il peut être intéressant et même étonnant de voir qu'aujourd'hui,
Les opposants à la théorie du Big Bang sont souvent des créationnistes, c'est-à-dire qui croient que l'univers fut créé à un moment dans le passé, alors que les scientifiques, qui croyaient notre univers éternel il y a un siècle, croient maintenant être sur la bonne piste avec la théorie du Big Bang.